Bonjour, comment expliquer l'apathie d'une grande partie de la population russe face à la guerre d'invasion en Ukraine et aux crimes de ses militaires? Existe-t-il malgré tout des signes de résistance et quels sont-ils? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Françoise Dossé, directrice d'études de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et directrice du Centre d'études des mondes russes caucasiens et Centre européen, le CERSEC. Bonjour. Bonjour. Deux entités avec lesquelles Mediapart s'est associé à l'occasion du premier anniversaire de l'agression russe en Ukraine. Françoise Dossé, vous êtes également l'autrice du livre « Être opposant dans la Russie de Vladimir Poutine » aux éditions Le Bord de l'eau, un ouvrage publié en 2016. Première question, comment expliquez-vous cette apathie de l'écrasante majorité de la population? Le peu de manifestations contre la guerre? Alors, cela montre-t-il la popularité de Poutine ou bien au contraire son écrasement de la société civile? C'est vrai que le silence de la société russe depuis un an est un silence vraiment assourdissant, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu se mettre en place de mouvements de grande ampleur pour protester contre la guerre. Alors immédiatement après le déclenchement de l'agression russe, il y a eu effectivement quelques manifestations dans les rues, des pétitions qui ont été signées, mais très rapidement, dès le début du mois de mars, en fait, toutes ces manifestations de protestation ont cessé. Et depuis un an, on n'entend plus guère la société russe. Alors on évoque quelques actes isolés, par exemple le dépôt de fleurs devant des monuments ou voilà, des actes symboliques, des actes symboliques, le dépôt de fleurs, des tags contre la guerre, voilà, mais des choses qui sont extrêmement ténues et on ne voit pas de grande mobilisation collective pour s'opposer à la guerre. Comment on l'explique en fait? Est-ce qu'on a des moyens? Est-ce qu'on peut savoir? Alors c'est quand même un grand mystère en fait, ce silence de la société russe, hein, parce que par le passé on a vu que la société était capable de se mobiliser. Hein. On a vu les manifestations en 2011-2012, on a vu différents mouvements de protestation dans le pays, et là il ne se passe plus rien. Et c'est vraiment assez énigmatique parce qu'en fait les informations circulent en fait. Alors certes, la répression est forte, la censure s'exerce sur les médias, mais en fait, il est encore possible de s'informer dans la société russe. Hein. YouTube est encore accessible, n'est pas bloqué. Les citoyens peuvent aussi avoir accès aux informations qui circulent sur Telegram, qui est la grande plateforme où justement sont publiées énormément de chaînes d'informations qui donnent, voilà, qui suivent la guerre, qui donnent les informations. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'information. Donc, l'information est là pour ceux qui veulent s'informer, et pourtant il ne se passe rien, si ce n'est qu'un certain nombre, une partie de la population, enfin un certain nombre de citoyens ont préféré quitter le pays plutôt que de rester dans cet environnement, et on estime environ à 1 million le nombre de personnes qui seraient parties à la fois après février 2022 puis après la mobilisation en septembre. Mais au-delà de l'exil et de la loyauté, on ne voit plus de place donc pour l'expression critique. Et la question, c'est comment se fabrique cette loyauté, et c'est vrai que c'est assez mystérieux quand même. Alors, pour ceux qui restent, on a aussi évoqué, on a fait une analogie avec ce qui s'était passé au moment de la guerre en Afghanistan avec les mères de soldats. Est-ce qu'il y a des mouvements un peu semblables qui émergeraient avec la mobilisation en cours ? Non, alors il faut quand même dire que les contraintes répressives se sont beaucoup accentuées depuis février. Donc on a vu l'adoption d'un certain nombre de lois qui viennent encore plus contraindre la société, renforcer la censure, la loi contre les fausses informations militaires qui interdit en fait de parler de la guerre, la loi sur les agents de l'étranger qui a été durcie, et donc toutes les semaines on voit s'allonger la liste des agents de l'étranger. Donc on voit quand même cette emprise oppressive qui est extrêmement forte sur la société, et face à cela en fait il est très difficile pour les associations, les groupes, les mouvements collectifs, tout ce qui relève en fait de l'expression publique, c'est très difficile en fait de prendre la parole. Et alors on a vu émerger des mouvements de mères qui tentaient de protéger leurs fils, mais ça reste là à nouveau très ténu. Et en fait, les comités de mères de soldats qui étaient très actifs durant les guerres de Tchétchénie, actuellement essayent d'aider à un niveau infrapolitique, disons, mais n'arrivent plus à avoir une expression publique. Vous, comme chercheuse, est-ce que vous avez la possibilité de vous rendre en Russie aujourd'hui, ou c'est devenu aussi extrêmement compliqué pour vous, pour votre terrain en fait? Alors on ne peut plus se rendre en Russie
Russie pour faire de la recherche, pour faire des enquêtes de terrain. Et donc c'est vrai que nos travaux s'en ressentent inévitablement. En fait, on travaille avec des bribes d'informations qu'on essaye de collecter grâce au réseau qu'on a pu constituer là-bas, grâce aussi à nos contacts avec tous ceux qui circulent. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que les frontières ne sont pas fermées. Il est difficile, évidemment, de voyager à partir de la Russie, mais on voit quand même des collègues, des étudiants, des journalistes qui circulent en passant par la Turquie, par l'Arménie, et qui peuvent voyager. Et donc, quand on les interroge, on réussit à obtenir, malgré tout, des bribes d'informations sur ce qui est en train de se jouer dans la société russe. Et ce qu'ils rapportent, en général, c'est le fait que, surtout dans les grandes villes du pays, au fond, la vie semble presque normale. C'est-à-dire que les choses ont peu changé. Les gens continuent à vaquer à leurs occupations, à aller au travail, à scolariser leurs enfants, etc. C'est-à-dire qu'il y a peu de changements très manifestes. Et pourtant, quand on va plus loin, quand on discute plus loin, on voit bien toutes les formes à la fois d'adaptation et de grande prudence, en fait, qui règnent dans cette société russe pour ne pas aller à l'encontre du discours du pouvoir. Donc ça se manifeste de très diverses façons, c'est-à-dire qu'à la fois il reste des espaces, en fait, d'accommodement avec le régime. Je vais vous en donner un exemple intéressant, qui est que, en fait, depuis septembre 2022, de nouveaux cours ont été introduits dans les écoles, qui sont des cours d'éducation patriotique, et un cours qui s'appelle les discussions sur ce qui est important. Donc ça, c'est ce nouveau cours. Et dans certaines écoles, ça, c'est pour des élèves de quel Alors, c'est pour les élèves de collège-lycée, disons. Lycée. Et pour les élèves dans les écoles, ce cours apparaît effectivement dans les emplois du temps, mais en fait, devant les élèves, les enseignants font tout autre chose, voire même des mathématiques ou d'autres disciplines. Résistance passive. Une sorte de résistance passive, mais surtout on reste fidèle, enfin en public en tout cas, on affiche une forme de respect des contraintes, mais ensuite dans l'interaction au quotidien, on prend une certaine distance. Donc on le voit de multiples façons, ces formes de léger dissensus à l'égard de ce qui se passe, mais sans que ça monte vers une critique politique publique. Et si ça ne monte pas vers la critique politique publique, c'est qu'aussi parce qu'il y a une certaine inquiétude qui règne sur ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Et ce qu'on voit ressurgir ces derniers temps, c'est la figure notamment du délateur dans la société russe. Donc la peur, en fait, de la dénonciation par un proche, par un collègue, par un voisin. Et donc cette figure du délateur, alors elle est très difficile à mesurer parce qu'on ne sait pas réellement qui dénonce, comment se font les dénonciations, mais le fait même que les gens y pensent contribue en fait à normer les comportements et à contribuer à la conformation en fait du comportement dans la société actuelle. Alors, vous avez évoqué ces gens qui sont partis, qui ont décidé de fuir, d'aller dans les pays proches ou ailleurs. Et parmi eux, il y a énormément de médias, de journalistes qui appartiennent à des médias indépendants, mais qui continuent à faire leur travail, mais depuis l'extérieur. Alors, on pense à la Lettonie, à la Géorgie. Est-ce que ces médias, d'après vous, continuent à avoir un impact sur la société russe ou alors la propagande est devenue tellement forte qu'il est difficile de se faire entendre ? Alors, il y a effectivement un grand mouvement d'exil des journalistes indépendants et des médias indépendants. La plupart d'entre eux ont été classés agents d'étrangers, donc ce qui implique de très fortes contraintes s'ils restent en Russie. Il y a aussi des risques éventuellement d'emprisonnement. Donc beaucoup ont fait le choix de partir, parfois même avant le début de la guerre, puisque les pressions étaient déjà très fortes avant le début de la guerre, et plus encore après. Alors avant le début de la guerre, ces journalistes ont beaucoup trouvé refuge en Lettonie, à Riga, et les autorités lettonnes ont été très actives en fait pour constituer ce qu'elles ont appelé un hub des médias russes en exil dans leur capitale. Donc ça c'est ce qui a un peu précédé la guerre. Depuis le début de la guerre, en fait, les journalistes qui sont partis se sont éparpillés, disons un peu dans toutes les directions, donc vers l'Asie centrale, vers le Caucase, vers certains pays d'Europe quand ils disposaient d'un visa. Donc un grand éparpillement de cette communauté journalistique qui essaye de continuer à travailler depuis l'étranger. Alors ce qui est très compliqué, en fait, c'est de continuer à produire une information sur ce qui se passe en Russie sans être dans le pays. Donc comment enquêter quand on ne peut pas être présent sur place. Donc il y a deux formes en fait d'adaptation. C'est d'une part travailler avec des informateurs locaux
qui sont plutôt des freelances, c'est-à-dire que c'est trop dangereux en fait de signer un contrat avec un journaliste sur place qui serait lié à un agent de l'étranger. Donc on travaille avec des freelances, ce qui veut dire aussi une précarisation très forte de ces journalistes qui travaillent pour ces médias de l'étranger, mais qui sont sur place. Donc ça, c'est la première solution qui permet quand même de collecter de l'information. Et l'autre tendance, disons, très nette, mais qui là aussi s'était déjà dégagée avant la guerre, c'est d'essayer de travailler à partir de sources Internet. Donc c'est la grande popularité parmi les journalistes russes des méthodes d'OSINT, de recherche d'informations en ligne, du traitement des données numériques, etc. Et donc ces médias, notamment à l'étranger, se sont beaucoup spécialisés dans tout ce qui est le data journalisme pour produire des enquêtes, voilà, des investigations qui mettent en cause un certain nombre de dysfonctionnements voilà, du pouvoir en Russie qui montrent la corruption, et puis où ils essayent de documenter aussi les pertes sur le front, puisque le ministère de la Défense ne donne quasiment pas de chiffres, voilà, réellement. Donc ils essayent de documenter à partir des sources ouvertes les pertes en Ukraine. Alors, dans l'Obs, la journaliste et écrivaine russe Zoya Svetova est revenue sur la liquidation de 2 institutions de défense des droits humains parmi les plus anciennes et reconnues, le groupe Helsinki de Moscou et le centre Sakharov. Elle écrit, je la cite, « Cette volonté de l'État d'anéantir les signes de la résistance d'hier est liée au fond à celle d'écraser toute opposition d'aujourd'hui. » Êtes-vous d'accord avec cette phrase, cette assertion ? Alors, effectivement, il y a probablement la volonté d'effacer cette histoire démocratique, au fond, qui s'était ouverte après la disparition de l'Union soviétique. C'est-à-dire que toutes ces grandes associations de défense des droits de l'homme, le Centre Helsinki de Moscou, le Centre Sakharov, l'association Mémorial aussi, voilà, prix Nobel, mais liquidé en Russie en décembre 2021. Donc l'idée de liquider toutes ces organisations, c'est aussi mettre fin, clore cette période qui s'était ouverte avec Gorbatchev et qui avait permis l'émergence de ces grandes associations de défense des droits de l'homme qui en fait avaient à l'époque en général 2 fonctions, 2 objectifs. D'une part, faire la lumière sur les crimes du passé soviétique, c'était le rôle notamment de Mémorial, réhabiliter les victimes du stalinisme, et puis défendre les droits de l'homme dans la Russie d'aujourd'hui. Et là aussi, on connaît le rôle très important joué par ces associations, notamment au Caucase, lors des guerres de Tchétchénie, pour essayer au moins de faire connaître les atteintes aux droits de l'homme sur ces territoires, et puis ensuite dans l'ensemble de la Russie. Et ces associations, alors qui en fait étaient sous contrainte depuis de très nombreuses années, ces associations, elles ont été classées agents de l'étranger dès 2012-2013, en fait, déjà depuis plus de 10 ans. Et là, on a le sentiment d'arriver à la fin d'un cycle qui consiste effectivement à effacer à la fois le travail et la mémoire de ces associations. Et donc la difficulté aujourd'hui, c'est comment défendre les militants politiques emprisonnés, les activistes qui essayent d'agir en Russie, alors qu'il n'y a plus ces organisations intermédiaires pour les défendre. Donc on a le sentiment effectivement d'être face à la fin d'un cycle politique voilà, qui se referme. Vous évoquiez les mystères de la Russie d'aujourd'hui pour quelqu'un qui s'intéresse à la Russie mais qui ne peut pas y aller et donc qui est forcément limité dans sa connaissance. L'un des mystères, c'est justement le pouvoir de Poutine, en fait. Et la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'il serait capable, par exemple, de négocier, de revenir, de sortir d'Ukraine ? Comment on peut imaginer une sortie de cette guerre ? Très difficile évidemment de faire de la prospective dans le contexte actuel, surtout face à un État qui est extrêmement opaque. Donc on a très peu d'accès à la prise de décision, à la modalité de gouvernement au concret. On ne sait pas très bien quels sont les équilibres au sommet de l'État russe. Ce qu'on sait malgré tout, c'est que c'est un État qui est incarné par la figure de Vladimir Poutine, qui effectivement incarne personnellement cet État, mais qui repose sur des réseaux qui en prennent l'ensemble du pays, c'est-à-dire que l'ensemble de l'administration, des administrations fédérales, régionales, locales, ont un rôle de contrainte politique sur la population et participent au fond permettent de cette façon cette opération militaire en Ukraine. Et on a le sentiment en fait que l'ensemble de ces élites, à tous les échelons du pouvoir, sont allés si loin à la fois dans la contrainte autoritaire et dans la violence
violence en Ukraine, qu'on voit mal actuellement comment ils pourraient revenir en arrière, c'est-à-dire que leur légitimité et leur maintien au pouvoir, au fond, ils la tiennent de cette course en avant, de cette fuite en avant des violences en Ukraine et de la guerre contre l'Ukraine. Donc c'est vrai qu'il est difficile de voir comment pourrait se passer un basculement. Alors, on peut faire différentes hypothèses, c'est-à-dire la première qui est une défaite. Et donc là, une défaite et un changement de pouvoir radical à Moscou. Mais là, c'est l'hypothèse, évidemment, à laquelle on aimerait bien croire, mais qui semble tout à fait incertaine quand on voit quand même la solidité, au fond, des arrangements qui permettent le maintien au pouvoir de cette élite depuis plus de 20 ans. Donc voilà, ce scénario semble peu probable. L'autre question, c'est jusqu'où veut aller la Russie, c'est-à-dire est-ce qu'elle est prête à se satisfaire de prendre simplement, entre guillemets, le Donbass, où est-ce que l'ambition est beaucoup plus grande et d'aller jusqu'à Kiev. Et dans ce cas-là, évidemment, le scénario est beaucoup plus préoccupant, c'est-à-dire c'est celui d'un affrontement qui risque d'aller beaucoup plus loin et d'impliquer, là, directement l'Europe, probablement. Alors, la toute dernière question, c'est sur l'Ukraine. Est-ce que une grande majorité des Russes partagent cette vision très impériale vis-à-vis des Ukrainiens? Justement, on a l'impression qu'ils les considèrent comme des petits frères, mais toujours des petits. C'est le grand débat, même parmi les forces critiques alors, à l'étranger et celles qui restent en Russie, qui sont peu nombreuses. C'est-à-dire que ce qu'on entend souvent de la part des citoyens russes, alors quand ils sont contre la guerre, c'est une critique de leur État, de l'autoritarisme. C'est-à-dire que la guerre serait la faute de Vladimir Poutine et du régime autoritaire, et au fond, ils ne peuvent pas faire grand-chose contre cela. Par contre, on entend relativement peu de réflexion sur ce qu'est l'impérialisme russe, sur la nature coloniale de cet État, sur voilà, cette volonté d'expansionnisme réaffirmée régulièrement au cours des siècles, disons même. Et donc cette réflexion-là sur l'impérialisme de l'État russe a du mal à faire son chemin, même parmi les élites critiques. Alors que par contre, chez les Ukrainiens, le discours est très clair, le travail a été fait, c'est-à-dire que certes, la Russie est un État autoritaire, mais l'autoritarisme n'explique pas tout. Il y a aussi ce problème d'une vision en fait impériale, néocoloniale du pays. Et cette critique-là a du mal à percer ou n'est pas portée, alors évidemment pas parmi les cercles loyaux au pouvoir russe, évidemment, mais même dans les cercles critiques, elle commence à faire son chemin, mais assez difficilement, parce qu'au fond, c'est remettre en cause l'ensemble de la construction étatique russe. Merci Françoise Dossé. Rendez-vous sur le site de Mediapart pour retrouver tous nos articles et vidéos sur la guerre en Ukraine à l'occasion du premier anniversaire de l'agression russe, et en particulier nos entretiens avec les chercheuses et chercheurs du Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européen, le CERSEC, qui dépend de l'École des hautes études en sciences sociales et du CNRS.